Je vais vous présenter avec Sophie le guide, on va dire les bonnes pratiques du conditionnement en bib pour les vins bio. Hein. Bon, donc le conditionnement, c'est la dernière étape complètement maîtrisable pour les producteurs et les conditionneurs. On a vu que le bag-in-box est un conditionnement alternatif qui ne connaît pas la crise. Hein. Vous avez vu que même les tontons ont posé leur flingue pour le remplacer par des bibs. Que le bag-in-box est différent de la bouteille, hein. Ça on y reviendra à maintes reprises. De l'autre côté, le vin bio aussi connaît beaucoup de succès et la consommation va crescendo. Vin bio rime avec moins ou pas de sulfite, notamment dans les vins de nature, si je ne me trompe pas. Et donc, bien sûr, pour compenser la diminution du SO2, il va falloir être encore plus vigilant sur la gestion des gaz dissous et les températures de conservation et d'humidité. Alors pourquoi gérer les gaz dissous, hein? Le CO2, c'est le support majeur de la qualité sensorielle des vins. Hein. Il est produit pendant les fermentations, mais les quantités décroissent au cours des traitements et pendant l'élevage, donc quantité variable au conditionnement. En principe, le CO2 en bib, on est inférieur à 900 parce que sinon la poche gonfle. Mais également aussi, ce qu'il peut y avoir comme conséquence, c'est que quand il y a trop de CO2, si on essaye de réduire le volume de l'espace de tête, souvent ça favorise aussi les éclaboussures sur la poche. Bon, l'oxygène, c'est un facteur majeur de l'évolution des vins, hein, et on va le voir aussi, plus il y a d'oxygène, et plus ça va impacter, ça va diminuer les concentrations en SO2, toucher les arômes et la couleur. Donc le conditionnement nécessite vraiment toute l'attention du metteur en marché. Alors, à travers la gestion des gaz dissous au niveau de l'espace de tête et dissous dans le vin, plus le choix du contenant, on a des facteurs clés maîtrisables par l'opérateur sur la durée de vie du vin. Hein. L'oxygène n'agit pas directement sur les sulfites, hein. C'est les sulfites qui réagissent avec les produits de l'oxydation du vin, et en particulier le peroxyde d'hydrogène, qui est produit quand les polyphénols sont oxydés. Et on s'ensuit tout un tas de réactions en chaîne. Alors le vin devient plus sensible à l'oxydation et vieillit plus vite. Alors en dessous de 10 mg par litre, le vin n'est plus protégé. En tout cas, il est obligé de compter que sur lui-même, donc en particulier les polyphénols. Alors, l'emballage, bien sûr, deux types de films multicouches, le transparent, donc à base de VOH, le métallisé, souvent nommé PETMET, c'est-à-dire qu'il y a une couche, souvent c'est un film alu, qui limite le transfert d'oxygène. Alors, pour fixer les esprits, la perméabilité à l'oxygène de l'EVOH, des films VOH, c'est 1,5 fois la perméabilité du film PETMET. Hein. Alors, donc le PETMET est meilleure barrière à l'oxygène et à la lumière, mais il est plus fragile, hein, notamment ce qu'on appelle le flex tracking, au froissement. Le robinet, je cite les principaux sur le marché, mais il y en a d'autres, bien sûr. On a un OTR inférieur à 1,4 mg par litre. Hein. Alors, au final, on est sur des OTR pour un bib 3 litres qui tournent, vous voyez, aux alentours de 0,03 à 0,03 mg par litre. Par comparaison, une bouteille verte avec du liège naturel, on est quand même nettement moins. Donc ça a une conséquence après dans la gestion, dans l'évolution du vin. Alors, quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit pour éviter des ennuis ultérieurs, le volume interne. Hein, vous voyez, pour un bib de 3 litres, il peut varier entre 3,4 et 3,8 litres. Voilà. Donc, ce qu'il faut, si le volume est trop grand, la poche va flotter et il peut y avoir des contraintes, du stress sur le film. Et si le volume est trop petit, les caisses gonfleront et en plus ça peut cisailler en fait, le film et faire une perte de barrière du film. Donc on recommande que le volume interne égale le volume nominal, c'est-à-dire pour un bib 3 litres, hein, il faut que ça fasse 3,5 litres. Autre élément important, c'est l'espace de tête dans un bib. Hein. Vous voyez que par rapport à la bouteille,
Hein, c'est-à-dire que quand on fait le ratio volume-espace de tête sur volume de vin, en bouteille, on arrive, même avec une capsule, on arrive à moins de 2%. Alors que sur le bib, et plus, sur 5-10 litres, on arrive à des valeurs proches de la bouteille bouchée. Plus on diminue le volume du bib, et plus ce ratio l'espace de tête va impacter ce ratio-là. Le sulfitage, je vais pas on va pas trop en parler puisque Laure en a parlé, mais c'est ce qui a aussi montré l'étude France Agrimaire coordonnée par l'IFEV sur la réduction des sulfites, c'est que s'il y a bien un sulfitage dont il est difficile de se passer, c'est le sulfitage au moment de la mise. Sophie va en reparler un peu plus tard. Hein. Donc, parce qu'il y a le SO2 qui a le SO2 libre, un rôle antioxydant, hein, et le SO2 actif, donc, qui est lié, c'est le SO2 moléculaire, hein, qui fonctionne du pH, de la température, de la teneur en SO2 libre, et donc qui ont vraiment une importance plus antibactérienne qu'antilevurienne. Alors, voilà, les teneurs, vous les connaissez peut-être mieux que moi, et ça peut varier selon le label. Autre élément, bien sûr, élément important, c'est la filtration. Hein, l'objectif pour éliminer tout risque ultérieur de refermentation ou des piqûres acétiques ou lactiques. Hein. Donc, c'est le nettoyage, mais aussi la désinfection de toute la ligne. Alors, filtration sur Kieselguhr, microfiltration selon le label et pour des diamètres de pores supérieurs à 0,2 micron. Hein, sachant que en dessous, à 0,45 microns, on enlève les levures, mais il reste encore pas mal de bactéries. Élément important, c'est la mesure de l'oxygène total en bib. Hein, oxygène total qui est la somme de l'oxygène dans l'espace de tête, headspace, plus l'oxygène dissous. Performance bib, on a mis au point donc, une méthode facile et standardisée, méthode par luminescence, hein, avec fibre optique et spot luminescent collé à un robinet transparent. Alors, donc vous voyez là, c'est la mesure dans l'espace de tête. On retourne le bib, on a la mesure dans le dissous. Et au préalable ou parallèlement, on peut faire la mesure du volume de l'espace de tête avec le conmetteur qui est disponible sur demande auprès d'Interol. Alors, si on a des films Pelmet, il y a une petite manip à faire au préalable, c'est-à-dire qu'il faut au cutter couper, enlever, décoller le film métallisé pour pouvoir visualiser l'espace de tête. Ce n'est pas utile juste pour faire la mesure de l'oxygène dissous et gazeux. Donc, importance de l'espace de tête, hein, on voit que pour fixer les esprits, si on est à 5% d'oxygène avec une arête de cône de 5 cm, hein, on a 2,2 mg par litre d'oxygène piégé dans l'espace de tête. Ben, si on est à une arête ici de 8 cm, hein, à 15%, alors attendez, je me suis trompé, j'ai dit 5 cm, 15%, on est aux alentours de 2 mg par litre. Hein. Si pour le même teneur en oxygène, on est à 8, eh bien, on bascule aux alentours de 8 mg par litre. Donc, vous voyez vraiment l'importance de maîtriser cet espace de tête. Et en premier lieu, le volume. Bon, là, on avait fait des contrôles sur ligne dans les années 2000, de lignes de mise en bagging box. Ici, vous voyez, c'est un fonctionnement continu. Vous voyez, finalement, le bib piège peu. Il y a peu d'oxygène qui se dissout dans le vin. La principale raison, c'est que le bib est vide d'air au moment du remplissage. Bon, il y a quand même, là, ici, on a profité d'un circuit court avec un circuit simple et court avec la batterie de filtre. Ce qui est important, c'est la cuve tampon pressurisée en azote qui évite d'avoir un bypass du vin à chaque arrêt et un brassage du vin. Donc là, c'est un bilan des apports d'oxygène au cours des traitements de vin. On voit que c'est surtout le pompage. Le pompage est très peu responsable d'apport d'oxygène. Les plus importants, c'est la stabilisation tartrique, notamment quand on met en mouvement un vin froid, hein, mais
en bio, la stabilisation tartrique, notamment par électrodialyse, est interdite. Et en plus, sur le vin en bib, vu qu'on ne voit pas le vin, ou on voit peu le vin dans le bib, ce n'est pas un traitement qui est fait fréquemment. Alors, on voit que c'est la mise en bouteille qui est le moment le plus critique, mais que parallèlement, hein, on voit que le bag-in-box dissout très peu d'oxygène. Ça, c'est pour le dissous. Hein. Et donc, on voit là, si on fait le bilan des apports cumulés, on est entre 0,2 et 4,7 mg par litre, hein, constaté en dissous. En comparaison, vous voyez, la bouteille, ça peut aller beaucoup plus loin. Mais il faut bien rajouter l'oxygène piégé dans l'espace de tête. On voit... les essais ont montré que l'inertage avait une certaine efficacité. Alors on s'en rend compte quand on fait la mesure, une fois que le robinet est posé, donc est fixé sur la poche, mais la mesure dans les morts, parce que dès que le bib obturé tombe dans le carton, eh bien, il y a brassage entre l'espace de tête et le vin. Donc du coup, il y a de l'oxygène qui est passé de l'espace de tête dans le vin. Donc on a une mesure au fossé. C'est pour ça que vous voyez, en bas, là, la troisième valeur, on a 9,5% d'oxygène volume. Du coup, eh bien, bon, par contre, si on est inerte, il faut faire attention parce que ça a tendance à augmenter le volume de l'espace de tête. Et pour fixer les esprits, vous voyez que cet espace de tête, il peut apporter entre 1 et 12 mg par litre. Donc là, vraiment, s'il y a bien quelque chose que vous devez retenir en sortant d'ici, c'est la maîtrise du volume de l'espace de tête qui est fondamentale pour le bag-in-box. Et vous voyez l'impact que ça a sur le TPO. Hein, et la grande hétérogénéité des situations rencontrées. Hein. On peut aller de 3 mg par litre en oxygène total à plus de 14 mg par litre. Hein. Ce que 14 mg par litre, c'est ce que vous n'aurez jamais sur une bouteille au bout de 1 an et demi à 2 ans de vieillissement en bouteille. Quoi. Hein. Voilà, enfin, voyez, pour montrer un peu les niveaux d'oxygène. Donc les conseils, bon, je vais passer vite. Hein, ouais, on me dit à la régie qu'il faut effectivement que j'accélère. Hein. Donc, bon, un élément vraiment fondamental, c'est à la cuve de tirage. Si on ne veut pas avoir d'oxygène ou peu d'oxygène dans le bag-in-box, il faut d'abord commencer par pas en avoir dans la cuve de tirage. Donc, et ça, c'est facile. Hein. Donc, de vérifier que dans la cuve de tirage, vous avez moins de 0,5 mg par litre. Donc, si ce n'est pas le cas, eh bien, vous le diminuez par injection, par barbotage, vous mettez le vin au repos. Vous ajustez le SO2 si vous pouvez et si le vin en a besoin. Bon, les tuyauteries, après, c'est beaucoup de conseils de bon sens, quoi. Voilà. Effectivement, il va falloir aussi, bien sûr, bien se pencher sur les phases de démarrage et de fin de tirage. Au niveau du tirage, le vide au moment du remplissage est très important. Ça permet de diminuer le volume résiduel dans le bib avant que le vin arrive dans le bib. Et le réglage de la table qui va permettre de régler le volume de l'espace de tête, donc de diminuer le volume de l'espace de tête tout en évitant les éclaboussures sur le vin, enfin sur la poche. Importance de l'OTR et de l'homogénéité du lot sur l'OTR de la poche et du robinet. Et d'autant plus que sur un bib, la perméabilité à l'oxygène augmente quand la température augmente et quand l'humidité augmente. Hein, souvent, alors qu'en bouteille, on n'a pas... on a effectivement, le vin évolue, mais la perméabilité du bouchon évolue peu en fonction de la température et de l'humidité. Alors, deux exemples concernant l'impact de l'oxygène piégé au conditionnement sur la consommation et la disparition du SO2. Hein. Voilà, c'est un Sauvignon blanc en bouteille. Vous voyez, au bout d'un mois, le SO2 libre a perdu 44% dans le cas de mauvaises conditions de mise en bouteille, alors que dans les cas de bonnes conditions, on est à 12%. Pour un bib, un chardonnay de 3 litres en film Penmet, eh bien, on passe de 35% à 19%. Donc, effectivement, au bout d'un mois, une fois que vous allez dans ces deux cas, on a montré qu'au bout de 9 mois, eh bien, on avait encore plus de 15 mg par litre de SO2 libre. Voilà, donc au final, bon, au conditionnement, on voit que l'apport en oxygène du bib est supérieur à la bouteille, surtout
c'est principalement dû à l'oxygène contenu dans l'espace de tête, qu'après 1 ou 2 mois, on a un équilibre, donc tout l'oxygène piégé au conditionnement a été consommé par le vin. Et on va voir qu'au cours du temps, hein, une fois ça se stabilise, toutes conditions égales par ailleurs, les niveaux d'oxygène dissous et gazeux sont liés en fait à la perméabilité de l'emballage. Donc, on a constaté donc, que les échanges gazeux sont plus intenses en bib, donc bien sûr, perte en SO2 et en gaz carbonique plus importante, y compris pour la couleur, en bib que pour la bouteille. Voilà. Et on a également noté, puisqu'on avait fait des essais de stockage à 15, 20, 25 et 30 degrés, l'impact primordial de la température de conservation. Comme disait Jean-Claude, effectivement, les températures de stockage et de transport, dès lors qu'elles sont élevées, sont clairement des ennemis du vin, parce qu'en fait, dès lors que les températures vont augmenter, il va y avoir une accélération en fait, des phénomènes, des réactions chimiques, qui vont du coup entraîner des dégradations des arômes, des anthocyanes, une dépréciation en fait, du produit. Et en fait, une augmentation de la température peut aussi changer la perméabilité en fait, des poches, voire l'augmenter. Donc ça veut dire qu'il y aura plus d'oxygène qui passera à travers les poches de bag-in-box. Ce qui est clair, c'est qu'en fait, au-delà de 25 degrés, tous ces phénomènes que je viens de citer sont très fortement accélérés. Voilà. Une étude en fait, donc c'était il y a déjà quelques années, donc de l'INRA, qui avait en fait stocké à différentes températures, comme disait Jean-Claude, des vins en bib. Et en fait, quand justement les bibs étaient passés de 20 degrés à 30 degrés, en fait, ça avait raccourci. Alors c'est assez simplifié, mais de moitié la durée de vie. Donc on voit bien qu'effectivement, quand on passe de 20 degrés à 30 degrés, on ampute clairement la durée de vie du produit. Ce qui est clair, c'est que dans les conditions idéales sont inférieures à 20 degrés. C'est facile à dire, c'est plus difficile à faire, mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, quand on est en dessus de 25 degrés, on empiète inévitablement sur la durée de vie du produit. Dans le cadre en fait justement du groupe national oxygène, Interron avait suivi à peu près 35 expéditions de vin en bouteille ou en bib partout dans le monde. Et en fait, ce qui avait été fait, c'est qu'on avait mis en fait des mouchards dans les palettes et qui enregistraient en fait les températures. Du coup, après, les mouchards étaient mis en cave. Se balader en camion ou en bateau. En fait, ça dépendait un petit peu du niveau d'exportation, enfin de l'itinéraire d'exportation. Et après, une fois que c'était réceptionné en fait chez l'acheteur, on pouvait récupérer le mouchard. À partir de là, on a récupéré toutes les données, tous les enregistrements de température. Et c'est l'objet en fait de cette présentation. Donc en fait, on s'est aperçu que pour les destinations suivantes, Danemark, Royaume-Uni, Taïwan, Chine, Canada, USA et Australie, en fait, on avait des profils à risque. C'est-à-dire qu'en fait, on voyait des températures qui pouvaient monter à plus de 25 degrés, voire plus 30. Donc notamment en Chine, c'est pour ça que j'ai mis un point d'exclamation. Mais à côté de ça, en fait, donc on a des exportations où les températures peuvent monter énormément, que ce soit en camion ou en bateau. Et à l'inverse, parce qu'en fait, dans les exportations, on peut voir tout et son contraire. À l'inverse, on a par exemple des expéditions qui ont été faites au Royaume-Uni, en Belgique ou en Australie, où là, on a des profils de température inférieurs à 5 degrés. Donc, c'est-à-dire que si effectivement, il n'y a pas eu de stabilisation tartrique, il peut y avoir aussi des précipitations dans les bag-in-box. Et ensuite, alors on n'a pas vu tous les cas. En l'occurrence, on avait pu suivre 3 expéditions au Japon, où là, clairement, en fait, c'était dans des containers frigo et les vins étaient restés jusqu'à 15 degrés tout le temps. Donc, sur la totalité en fait, des mesures que l'on a fait, donc sur ces 35 exportations, dans 62% en fait, des relevés de température se sont faits dans des conditions optimales. Donc c'est déjà pas mal, ça fait déjà un bon pourcentage, donc entre 10 et 20 degrés. Pour autant, en fait, on avait quand même 22% des mesures qui étaient entre 5 et 10, donc température très fraîche, et entre 20 et 25. Et 16%, donc ça c'est vraiment critique, en dessous de 5 et 25 degrés. Donc on voit ici effectivement
On voit ici la dispersion en fait, des mesures que l'on peut avoir au cours de différentes exportations, ou ça peut être en France, pas forcément à l'étranger. Et en fait, cette répartition-là, donc vous voyez, effectivement, on voit bien qu'en majorité, quand même, on est dans des conditions optimales. Mais le problème, en fait, c'est que d'une saison à une autre, pour une même expédition, par exemple en Chine, vous allez pouvoir avoir de bonnes conditions, comme des conditions extrêmes. Ça dépend en plus des périodes d'expédition. Alors, ici, par exemple, juste pour exemple, je vous ai mis 2 schémas donc, d'enregistrement des températures. Ici, vous avez le temps. Ici, les températures. Donc, quand c'est jaune, quand c'est vert, c'est dans des conditions idéales. Donc, en l'occurrence, entre 10 et 20 degrés. Ici, de 10 à 5, c'est des conditions qui commencent à être un peu plus difficiles, ou entre 20 et 25. Et au-delà, on est clairement dans des situations critiques. Donc là, c'était par exemple l'exemple d'une expédition de vin qui avait été faite en Chine. Donc ici, ça partait en camion, puis après, ça montait, c'était dans le conteneur et ça partait en bateau. On voit bien qu'en fait, les premières semaines, les premiers jours, quand on est dans le camion, on a de très, très, très grosses fluctuations. Parce que le camion, effectivement, la journée, il va rester au soleil. Puis après, les températures, la nuit, vont s'abaisser. Donc, en fait, on a des grosses variations au niveau des températures. Donc, les vins subissent ces variations-là. Puis après, ça monte sur le bateau. Donc là, c'était plus tranquille, etc. Puis à un moment donné, ça a commencé à s'échauffer. Et on a des valeurs, on a pu mesurer des valeurs jusqu'à 30 degrés. Voilà. En sachant que tout dépend de la position, effectivement, du vin sur le conteneur. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, au sein même d'une palette, le vin qui est au cœur de la palette va avoir plus d'inertie que le vin qui est à l'extérieur de la palette. Donc, il peut y avoir des variabilités, en fait, au niveau des produits dans ce sens-là. Mais aussi, si le conteneur est à côté des chaudières ou plus au cœur, en fait, du chargement, effectivement, vous n'aurez pas la même inertie. Un autre exemple ici, donc là c'était toujours pour la Chine. Par contre, ils avaient utilisé un conteneur, c'est pas un conteneur frigo, mais isolé. Alors effectivement, du coup, sur le camion, il y avait moins de variations. Mais par contre, après, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que la chaleur est rentrée dans le conteneur, elle n'est plus ressortie. Donc ça évite les grosses variations, mais pour autant, ça ne va pas forcément limiter les échauffements. Notamment, vous voyez ici que même si on était dans un conteneur isolé, on avait des fortes températures. Donc, on voit bien qu'effectivement, ces températures peuvent être problématiques. Et notamment, je vais vous présenter un exemple d'une cave de plusieurs entreprises qui sont adressées à nous, parce que justement, c'était le cas en fait, d'un importateur de bibes bio en 3 litres norvégien. Et donc, en fait, il souhaitait acheter du vin et être sûr de ne pas avoir de problème parce qu'en fait, il souhaitait mettre une durée de vie de 9 mois, alors pas une DLC, mais plutôt une DLUO, de 9 mois sur ses bag-in-box et il voulait être tranquille. Donc, du coup, il s'est adressé à la cave, qui était bien embêtée, qui, du coup, s'est adressé aux négociants qui lui préparaient le vin, qui, du coup, s'est adressé, en fait, au conditionneur. Et en fait, au bout d'un mois, ils se sont dit, bon, on va s'adresser à Interron, on va voir comment ils vont pouvoir nous aider. Donc, en fait, toutes ces structures étaient bien embêtées, sachant qu'effectivement, ils se sont posé la question, un mois avant de faire le conditionnement, sur comment on va faire pour être sûr de ne pas avoir de risque d'évolution prématurée de ces vins, sachant que les vins allaient être exportés et qu'il fallait une durée de vie de 9 mois. Un des préalables, par contre, c'est qu'ils avaient déjà acheté les matières sèches, donc on ne pouvait pas jouer là-dessus. Donc je vous propose en fait de vous expliquer comment, par cet exemple-là, on a pu mettre tout en place pour... en tout cas, réduire au maximum la prise de risque. On n'est jamais sûr en fait, du résultat. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut essayer de mettre en place tout un tas de bonnes pratiques pour prolonger la durée de vie au maximum. Donc tout d'abord, en fait, l'idée, c'était de faire un diagnostic technique sur la chaîne de conditionnement. Donc là, c'était tout simplement aller sur la chaîne de conditionnement du prestataire de mise en bible, regarder un petit peu les points critiques, les zones qui étaient vraiment limites, ce qui pouvait être amélioré, voir un petit peu si on pouvait inerter, etc. Ensuite, on a fait donc une visite préparatoire au domaine. L'idée, en fait, c'était justement de proposer des améliorations par rapport à ce qu'on avait pu voir sur la chaîne de conditionnement et étudier, en fait, la manière de travailler pour apporter des améliorations. Faire un conseil et un suivi des vins jusqu'au conditionnement.
Nous, on était équipés effectivement de sondes pour mesurer l'oxygène, donc on a pu réaliser donc, des mesures d'oxygène lors de la préparation des vins pour mettre en place des pratiques curatives si besoin, et réaliser un audit oxygène et vérifier surtout que toutes les techniques préventives que l'on avait conseillées avaient été mises en place. Donc en fait, le travail a consisté tout d'abord à s'assurer que la préparation des vins à la mise soit faite en limitant au maximum les prises d'oxygène et en appauvrissant les populations microbiennes qui peuvent jouer sur la durée de vie du produit. Et enfin, une autre étape qui était la maîtrise du conditionnement. Donc tout d'abord, par rapport à la préparation des vins, souvent en fait on l'oublie, c'est-à-dire que c'est quelques jours en fait avant le conditionnement que l'on va sulfiter, on va dire tiens je vais vite filtrer, etc. Et autant on se préoccupe de plus en plus sur la qualité du conditionnement, autant la préparation souvent est délaissée. Or moi je pense que c'est un point très important qu'il ne faut vraiment pas oublier et qu'il faut prendre le temps de faire si le temps vous l'avez. Notamment, il faut, je pense, se préoccuper en fait de la préparation des vins minimum 3 semaines avant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme expliquait Jean-Claude, il faut que les réactions chimiques se fassent. C'est-à-dire que l'oxygène, quand il va arriver dans le vin, il va réagir avec les polyphénols qui vont utiliser le SO2 pour se protéger, pour simplifier. Mais ces réactions-là, elles ne se font pas d'un claquement de doigts. Il faut du temps. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, dès lors que vous allez préparer les vins, filtrer, travailler vos vins, vous allez apporter l'oxygène. C'est normal, tout le monde n'est pas équipé d'oxymètre pour mesurer, donc on se dit je vais regarder comment le SO2 réagit. Si mon SO2 se tient, c'est qu'il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait, le SO2, il va baisser, mais peut-être quelques jours, voire quelques semaines après que vous ayez fait votre manipulation. Donc en fait, il faut laisser le temps au temps, minimum 3 semaines avant la mise en bible. L'important, effectivement, c'est de commencer à réajuster ces SO2 et à travailler les vins. Donc prendre le temps. Donc là, en l'occurrence, la cave, effectivement, a pris le temps de travailler ses vins, a pu réaliser une filtration serrée, parce qu'en fait, l'idée, c'était effectivement d'exporter des vins. Donc l'idée, c'était d'appauvrir au maximum les populations. En l'occurrence, on avait mis en place une filtration tangentielle sur 0,8 microns. Et donc pour abaisser les populations, on y est arrivé puisqu'on finalement, par des tests microbiologiques, on a pu le vérifier. Donc ce point-là est important. L'idée, c'est de ne pas partir à l'aveugle. Il peut y avoir un problème au niveau de la filtration ou tout simplement, par exemple, la filtration qui est utilisée n'est pas suffisante. Il faut savoir qu'une filtration, ça ne retient qu'un pourcentage de la population. Donc si, par exemple, vous êtes très, très riche en fait, en micro-organismes, vous aurez beau éliminer 99%, mais ces 99% de beaucoup, il vous en restera peut-être encore beaucoup. Donc c'est important en fait, si possible, de contrôler les teneurs en micro-organismes avant de conditionner. Un autre petit conseil aussi, avant le conditionnement, c'est effectivement donc, d'ajuster la dose en SO2. On l'a bien vu avec Laure et Jean-Claude, l'importance de ce point-là. En bag-in-box, on a vu qu'effectivement, il y avait plus de rentrée d'oxygène. Il peut y avoir plus d'oxygène au conditionnement. Il y aura plus d'oxygène qui va passer à travers l'emballage. Donc souvent, on a tendance à apporter plus de SO2 au niveau du conditionnement en bag-in-box. Mais effectivement, il faut tenir compte du SO2 actif. Et là, en l'occurrence, il fallait qu'on soit à 0,5 mg par litre. Donc, en fait, la cave a réajusté son SO2. Et vous voyez ici, donc, au-delà du réajustement à SO2, qui, du coup, clairement, on avait pris une marge de manœuvre, 45 mg par litre. On savait que ça allait être exporté, qu'il fallait que ça tienne pendant 9 mois. Donc, on a un petit peu surdosé. L'idée étant quand même de toujours respecter le cahier des charges, parce qu'effectivement, on a des teneurs en SO2 total qu'il ne faut pas dépasser. Donc ça sous-entend qu'effectivement, par rapport à ce que disait Laure, si vous avez préparé vos vins vinifiés, élevés, préparez vos vins en gardant cet esprit de il ne faut pas que je dépasse une certaine dose de SO2 total. L'idée, c'est du coup, vous avez un vin où vous avez une marge de manœuvre au sulfitage. Plus le SO2 total sera bas, plus vous aurez une marge de manœuvre au conditionnement, parce qu'après, effectivement, ça sera fini. Une fois que c'est conditionné, vous êtes coincé. Et l'important, comme je vous disais, c'est de s'assurer de la stabilité du SO2. L'important, c'est de préparer effectivement dans la mesure du possible sur plusieurs semaines les vins et régulièrement, une fois par semaine. Donc là, en l'espérance, le 3 juillet, on avait vérifié, on avait 37. Le 5 juillet, on avait 37. Bon, là, c'était un petit peu resserré. Mais l'important, effectivement, c'est chaque semaine, vous contrôlez votre SO2 et vous pouvez réajuster en conséquence. Contrôler le SO2, ça vous permet de vérifier, effectivement, comme je vous disais, que vous n'ayez pas eu une oxygénation à un moment donné
et qui pourrait amputer la durée de vie du produit. Contrôler et ajuster le SO2, donc on l'a vu tout à l'heure, effectivement, pour éviter d'avoir des gonflements effectivement des bag-in-box après conservation. Là, en l'occurrence, en fait, on visait 550. La cave avait un vin qui était aux alentours de 800, donc on a décarboniqué. Chouette, c'est génial, parce qu'en fait, en même temps qu'on a décarboniqué à l'azote, ça nous a désoxygéné, donc ça peut être intéressant. Donc en fait, c'est plus intéressant de garder des vins riches en CO2 au maximum pour pouvoir en cas décarboniquer quelques jours avant la mise, plutôt que de les abaisser très tôt pour après recarboniquer. Ensuite, réduire et contrôler si possible la dissolution de l'oxygène lors des différentes étapes de préparation. Donc ça, effectivement, ça sous-entend d'être équipé d'une sonde à oxygène. En cas, peut-être, il y a certains oenologues aussi qui prêtent les sondes, donc il ne faut peut-être pas hésiter, en tout cas, à leur demander. Là, en l'occurrence, on avait à peu près 0,4 ou 0,7 mg par litre sur les 2 cuves sur lesquelles on travaillait. Et comme on avait décarboniqué, je vous disais, en fait, ça nous a permis de désoxygéner. Le jour du conditionnement, voilà, on y est. On a tout fait, effectivement, pour préparer les vins. On a inerté dès qu'on pouvait. Enfin, on a tout fait pour éviter les prises d'oxygène. Et le jour de la mise, l'idée, en fait, c'est de conditionner un vin le plus pauvre possible en oxygène. Il y a toujours des prises d'oxygène, en fait, lors du conditionnement. Donc, le plus bas vous êtes, et le mieux c'est. Là, en l'occurrence, les 2 cuves sur lesquelles on travaillait, on était 0,1 mg par litre. Donc, c'est tout à fait correct pour un conditionnement. Par contre, au cours de la journée, il y a une des cuves qui ne s'est pas oxygénée. Par contre, l'autre, qui était à chapeau flottant, en fait, il n'y avait pas eu de protection de fait. Donc, en fait, le vin s'était oxygéné. Donc, voilà, effectivement, au fur et à mesure de la journée, s'il n'y a pas de protection dans la cuve de tirage, il y a des prises d'oxygène qui peuvent avoir lieu. Bon, en l'occurrence, on n'est pas monté jusqu'à 3 mg par litre. C'est encore tout à fait correct. Mais effectivement, vous pouvez voir une oxygénation au niveau de la cuve. Réaliser une filtration finale avant conditionnement, donc ça a été effectivement le cas. Donc là, en l'occurrence, on avait filtré un micron le jour de la mise. Donc là, étant donné que ça avait été filtré sur tangentiel, c'était plus une précaution par rapport éventuellement des débris, etc. Mais ce n'était pas forcément nécessaire. Ensuite, lors de la réunion préparatoire au domaine, moi j'avais clairement précisé que c'était important de mettre en place toutes les pratiques préventives pour réduire les apports d'oxygène. Alors ça, c'est facile à dire, il faut relativiser. En fait, on a essayé de mettre en place toutes les pratiques préventives pour réduire les prises d'oxygène avec le matériel de la cave. Ça ne sert à rien de... Enfin, c'était illusoire de dire il faut acheter un désoxygénateur, On a fait toujours avec le matériel de la cave. En l'occurrence, on a écarté ce genre de situation-là avec des pompes qui fuyaient, des manches écrasées, où effectivement, il peut y avoir donc ici des prises d'oxygène et ici, en fait, des microfuites que l'on ne voit pas forcément à l'œil et qui peuvent apporter de l'oxygène au fur et à mesure du conditionnement. Donc, on a écarté, en fait, et sélectionné du matériel qui permettait de réduire au maximum les prises d'oxygène. Ce que l'on a essayé de faire aussi, effectivement, c'est d'inerter au maximum tout le circuit de la cave. Donc, souvent, les caves sont équipées pour décarboniquer de débit litre avec alimentation à l'azote, etc. Donc là, en l'occurrence, on a utilisé ce matériel-là pour inerter la tuyauterie jusqu'à la palette de filtration, jusqu'à la cuve tampon et jusqu'au bec de tirage. Donc l'idée, c'était effectivement de mettre tout ça en place et limiter en fait aussi l'oxygénation en fin de tirage due à la purge du circuit. Donc à la fois, avant de conditionner, on a tout inerté et à la fin, ce qui s'est passé, c'est que comme le Norvégien voulait être sûr de la qualité de son produit et que ce qu'il avait acheté n'était pas l'intégralité du lot, ce que l'on fait, c'est qu'on a arrêté en fait, une fois qu'on avait conditionné les bag-in-box, on a arrêté le conditionnement. Et le vin en fait qui était resté dans le tuyau a été renvoyé dans la plus grosse cuve parce que le vin est toujours oxygéné quand on le renvoie. L'idée c'est de le renvoyer dans le plus gros volume. De cette manière-là, en fait, ça dilue ce vin qui a été oxygéné. Ensuite, on a essayé d'éviter au maximum les variations de température au niveau du conditionnement. Il faut savoir que c'était le cas d'une cave du sud. Donc l'été, en fait, les tuyaux qui étaient à l'extérieur, ils montaient jusqu'à 40 degrés bon poids. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'en fait, on avait des plaques à la cave, il y avait des plaques isolantes qui traînaient. Donc en fait, on a mis des plaques isolantes. Et effectivement, ça a permis de lisser un petit peu le réchauffement de la température avant le conditionnement.
et le camion était climatisé. Enfin, au niveau du conditionnement, Jean-Claude précisait encore une fois qu'effectivement, c'est très important de bien maîtriser la prise d'oxygène. Tout à l'heure, en fait, Jean-Claude vous a dit que c'était important donc, de maîtriser son cône d'air. Donc ici, vous trouvez une petite réglette pour mesurer en fait, la bulle d'air qu'il y a dans le bag-in-box. C'est gratuit, vous pouvez vous en servir. Donc là, en l'occurrence, on essayait d'avoir des cônes d'air dans le bag-in-box le plus bas possible. On a réussi, puisqu'en fait, on a réussi à être aux alentours de 6 cm. Appauvrir au maximum le pourcentage d'oxygène dans cette bulle-là par l'inertage. Et réduire au maximum la quantité d'oxygène dissous dans le vin. Donc là, en l'occurrence, par des mesures, on a pu montrer qu'on était aux alentours de 4,5 mg par litre au total dans le bag-in-box, avec un écart de 1,5 mg par litre. Ce qui fait qu'en fait, tout ce qu'on avait mis en place au préalable a porté ses fruits, puisqu'au total, dans le bag-in-box, on était sur des valeurs faibles en oxygène. Et enfin, on a fait donc des mesures d'oxygène régulièrement au cours du tirage. Et en fait, on a pu écarter 3 palettes. Écarter, je ne veux pas dire détruit. C'est qu'en fait, ces palettes-là, du coup, allaient être commercialisées plus rapidement. Et ce qui était sûr en termes de prise d'oxygène, etc., est parti chez le Norvégien. Donc tout ce qui avait été prévu avait bien été fait. Et les principaux finalement paramètres qui pouvaient impacter l'évolution du vin, la température, l'oxygène, ont été maîtrisés. Ce qui fait que du coup, après moi j'ai eu un retour effectivement du client norvégien, il y a plus de problème. Ce qui est sûr, c'est que par contre, il y a des paramètres que l'on maîtrise plus difficilement, comme je vous ai montré. C'est les augmentations de température ou les températures très basses que l'on peut avoir lors du transport. Donc ça, c'est plus difficile. Après, effectivement, il y a certains lieux de stockage où ils ne sont pas très sensibilisés par rapport à ça. Mais ce qui est clair, c'est que vous aurez beau prendre énormément de précautions, vous ne serez jamais sûr, en fait, de la durée de vie, parce qu'effectivement, derrière, il devrait y avoir des précautions complémentaires par la suite des acteurs du circuit commercial. Donc, pour conclure, en fait, nos présentations, c'est important, en fait, dans la mesure du possible, de sélectionner des vins qui peuvent tenir par rapport à la durée de vie que vous voulez leur donner. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous voulez vous engager pour une durée de vie de 9 mois en bag-in-box sur des vins bio, il faut peut-être sélectionner des vins, si vous pouvez, qui sont assez riches en polyphénol, de manière à pouvoir supporter cette durée de vie-là. Ensuite, bien gérer les doses de SO2 pour optimiser, plus en amont son process et ses ajouts de SO2 pour optimiser au maximum la durée de vie et surtout en fait bien vérifier la stabilité en amont de la mise, filtrer pour appauvrir les populations, minimiser les apports d'oxygène au conditionnement parce qu'une fois que c'est conditionné, de toute façon c'est trop tard, donc l'important est de minimiser au maximum ces apports-là, sélectionner des emballages à baisse perméabilité parce qu'on a bien vu qu'effectivement l'OTR pouvait être une faiblesse du back-in-box, manier avec précaution la poche et minimiser, si possible, les températures de stockage. Voilà. Merci beaucoup. Merci Sophie.